Les Pistons et le Mag, le rendez-vous du mercredi que vous plébiscitez depuis bien le début, bien sûr, le rendez-vous de midi et pour après, pour ceux qui aiment consommer l'actualité avec une vision un peu plus à froid et des sujets toujours un petit peu intemporels. Le Mag, c'est le dernier rendez-vous, des 4 grands rendez-vous qui vous attendent chaque week-end. Il y a bien sûr l'avant-course sur Winamax TV. Désormais, d'ailleurs, on vous invite à suivre toutes les courses jusqu'à la fin de la saison sur les antennes de Winamax. Il y a le débrief avec vos avis sur l'application brute dans la fan zone F1. Et puis bien sûr les 2 rendez-vous du lundi et du mercredi, ça se passe sur First Team Sport sur YouTube et on est super ravis de vous retrouver. Les gars, Hamza Ramani, Brice Germain, Hamza, ça y est, c'est fini, t'es plus, le Mexique est loin et la lucha libre, l'esprit de la lucha libre t'as quitté. Ah, là on va parler de lucha libre mais d'un sujet beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus sérieux pour le monde de la Formule 1 et pour le monde automobile. Dinero. Sí, claro que sí, cabrón. Également Brice qui est avec nous aujourd'hui. On l'a compris les gars, on va revenir sur cette histoire du budget capé. Vendredi, Red Bull a été officiellement sanctionné par la FIA. Aston Martin aussi, mais on va vraiment se focaliser nous sur le cas Red Bull. Ça va être un gros dossier parce que dans l'idée on va débattre autour de cette sanction, mais on va essayer aussi également de vous la faire comprendre parce que il y a beaucoup de choses quand même les gars où il a fallu qu'on travaille un petit peu pour comprendre quelle était véritablement la sanction et qu'est-ce qui était véritablement reproché à Red Bull. Vous êtes prêts pour le débat? On y va? Oui. On ouvre ce grand débat. Allez, c'est parti, jingle et on en parle. On en parlait depuis de nombreuses semaines, c'était même sujet à spéculation, à rumeur. Ça y est, Red Bull a été sanctionné par la FIA depuis un communiqué vendredi dernier. Le rapport, qu'est-ce qu'il dit déjà ce rapport de la FIA? La FIA nous dit que c'est une infraction jugée mineure. Ça, c'est une première information parce qu'on disait que ce dépassement, au tout début de cette affaire, en tout cas lorsque les premiers bruits sont sortis, on disait que le dépassement était énorme. Là, on parle de moins de 5% du budget cap, donc moins de 5% des 145 millions autorisés. 13 points de dépassement dans ce budget, c'est-à-dire 13 postes de dépenses, en tout cas qui expliquent ce dépassement. Environ, on l'estime, ce dépassement à 2 millions d'euros, donc au-dessus des 145 autorisés. Alors là-dessus, il y a quand même quelques bémols. Red Bull aurait pu faire valoir un crédit d'impôt, ce qui aurait ramené, on va dire, ce dépassement à je crois, c'était 500 000 pounds. Voilà, donc ça aurait été moindre, bien sûr, que les 2 millions d'euros. Red Bull, dit la FIA, n'a pas agi avec mauvaise foi ou malhonnêteté, c'est-à-dire qu'on comprend entre les lignes que c'est une erreur, on va dire, du traitement de cette nouvelle règle, pas un dépassement non plus intentionnel ou prémédité, donc on imagine que la FIA dans sa sanction a fait preuve d'un peu plus de mansuétude en tout cas, et puis il y a eu cette sanction qui a été acceptée par Red Bull parce que, je vous le rappelle, dans le cadre du respect du cap budgétaire, la sanction doit être, il n'y a pas de barème de sanction, la sanction doit être négociée avec l'écurie. Il y a une pénalité financière, cette amende de 7 millions d'euros, qui est non inclus d'ailleurs dans le cap budgétaire de 2023, et cette pénalité sportive, moins 10% sur son temps d'essai aéro, c'est-à-dire moins 10% de temps d'essai, notamment en soufflerie, mais également en CFD, c'est-à-dire avec l'application de certains logiciels qui aident bien sûr au développement de ces voitures. On va essayer de mieux comprendre un petit peu justement l'impact de ce dernier point, la sanction sportive. On est allé prendre l'avis d'un aérodynamicien qui va nous expliquer tout ça. Vous le connaissez sous le nom de Shiranui sur Twitter où il nous offre beaucoup de trades. Il nous explique en quoi consiste cette pénalité de 10% de recherche aéro pour Red Bull en vue de la saison prochaine. Alors, comme vous savez, le classement constructeur permet de définir le temps de développement aéro pour chaque équipe. Dans le cas de Red Bull, on a 70% des développements aéro comme ils sont champions du monde, et on va réduire à 63%, vu qu'on fait 10% des 10% de la pénalité qu'ils ont eu à cause du dépassement de leur budget de cap. Ça a 2 conséquences. Le développement aéro comprend d'abord les runs dans la soufflerie. Donc, avec 63%, ça leur fait seulement 202 runs. Et la deuxième conséquence, c'est la qualité du maillage se voit réduite. Parce que quand on fait de la CFD, on a un maillage, donc le maillage c'est votre pièce, et cette pièce est plus ou moins détaillée avec plus ou moins un nombre d'éléments à l'intérieur. Et le règlement de la Formule 1 définit le nombre d'éléments, donc c'est la précision de votre maillage que vous pouvez avoir. Comme ils ont eu leur pénalité, ils se retrouvent avec seulement 1260 items, donc ils peuvent avoir 1260 items dans leur maillage, contre
1500 chez Ferrari et 1600 pour Mercedes. Merci beaucoup Chiranu pour bien sûr toutes ces précisions. Les gars, avant de se poser la question de savoir si cette sanction est juste, si elle est à la hauteur bien sûr du dépassement, une petite première réaction à chaud. Quelle a été votre réaction justement lorsque vous avez appris cette sanction, lorsque vous avez lu ce communiqué de la FIA? Financièrement, j'ai trouvé ça ridicule. La soufflerie, je m'y attendais presque pas. J'expliquais ça samedi. Je m'attendais à des sanctions extrêmement molles ou extrêmement dures. C'est-à-dire du financier extrêmement mou, puisque ça n'impacte pas Red Bull, ou du sportif avec du retrait de points, du retrait de titre même. Je m'attendais à vraiment des décisions qui étaient... Tu pensais au retrait Non, mais je m'attendais à ce que le choix se fasse entre quelque chose de beaucoup trop dur ou beaucoup trop mou. Comme les pneus de Mercedes le week-end dernier. Là, le coup de la soufflerie, j'ai trouvé ça assez juste et je me suis dit, tiens, voilà une sanction qui semble adaptée à un dépassement de budget. Si on dépasse la règle, quelque part, punir sur le développement, c'est peut-être la meilleure des solutions. Après, oui, financièrement, j'ai juste trouvé que la FIA s'est trouvé un moyen de partir aux Seychelles tranquillement cet hiver, quoi. Mais voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas été aussi lucide dans la pénalité financière, c'est-à-dire soit la redonner aux autres écuries, soit l'enlever du budget de cap de 2023. Mais une partie de la sanction me satisfait. L'autre me fait dire que la FIA a juste voulu remplir ses caisses. Il y a la sanction, il y a aussi également tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire le rapport de la FIA et tous les points qu'on a déroulés, Hamza, tout à l'heure. Est-ce que toi aussi, tu te reconnais dans tous ces points? Le fait qu'il n'y ait pas eu de mauvaise foi ou de malhonnêteté, le fait qu'il n'y ait pas eu un dépassement intentionnel ou prémédité, est-ce que tu crois à tout ça? Pour moi, c'est pas un argument. Ouais, que ce soit intentionnel ou pas, la faute y est. Demain, en foot, tu fais un tacle, c'est pas intentionnel, tu prends un carton parce que le tacle est dangereux. Tu roules à 145 sur l'autoroute, t'es au-dessus, même si c'est pas beaucoup. Ça, c'est différent, parce que tu peux avoir le contrôle dessus. Sébastien Vettel en Hongrie, il est exclu pour des microgrammes qui lui manquaient, ou litres dans son réservoir d'essence. C'est pas intentionnel. En soi, Aston Martin ce jour-là, ou Sébastien Vettel ce jour-là, n'a absolument rien gagné à finir la course juste en dessous du seuil. La sanction, c'est quoi? C'est une exclusion de la course. Et puis à ce moment-là, aucun pilote n'a l'intention d'accrocher un autre pilote, si ce n'est Senna, Prost ou Suzuka, mais prennent quand même des sanctions. Donc, enfin, le caractère intentionnel, on s'en fout. La faute, elle est là. Après, est-ce qu'on relie le côté intentionnalité aux postes de dépenses qui ont été visés? C'est-à-dire que qu'ils n'aient pas dépassé intentionnellement sur l'aéro, pénalisez-les. Là, en fait, je crois que le caractère intentionnel, la FIA a voulu le mettre en lien avec le fait que c'était des postes de dépenses qui avaient entre guillemets rien à voir avec la performance. Et dire, c'était pas intentionnel. Oui, voilà. C'était pas intentionnel et ça concernait d'autres postes que la performance. Donc, du coup, on les pénalise, mais faut pas en faire trop. Je pense que c'est pour ça que en fait, le caractère intentionnel a été. Il y a un problème qui ne me plaît pas. Si le dépassement n'a rien à voir avec le développement de la voiture, pourquoi tu les pénalises sur la soufflerie? Ça, c'est la première question. Dans ces cas-là, il n'y a pas de pénalité soufflerie. Si aujourd'hui on te prouve par A plus B que ça n'a pas agi sur la performance de la Red Bull en 2021, que ce dépassement n'a pas permis à Red Bull d'avoir une meilleure voiture, d'apporter plus de pièces, peu importe, dans ces cas-là, je ne comprends pas pourquoi tu vas les sanctionner en 2023 sur la soufflerie, puisque dans ces cas-là, il n'y a aucun lien. Par contre, j'aimerais revenir sur un point qui me semble, moi, très important. Tu fautes en 2021, tu es sanctionné en 2023. Oui. Mais la faute en 2021, elle est aussi, du coup, censée, peut-être, impacter 2022. Impacter déjà 2021. Oui. McLaren, quand il y a l'histoire d'espionnage, alors ça n'a absolument rien à voir. McLaren, ils ne sont pas exclus pour 2007. C'est 2007, ouais. Ils sont pas exclus ils sont pour pas 2008. Exclus pour 2008, 2009 ou 2010. Ils sont exclus, on leur retire les points en 2007. Donc là, il y a un problème. Quand Lewis Hamilton, au Brésil, a ce petit problème de DRS pour 0,02, je crois que c'était millimètres, à l'œil nu, tu peux pas le voir. Ouais, mais l'exercice comptable, il est jugé après. Tu peux pas le juger tout de suite. Donc c'est qu'il y a un problème aujourd'hui dans l'application de cette gestion comptable.
C'est ce que disait, je sais plus qui. Fred si c'est Vasseur l'a dit, Mekies, je crois. Vasseur, Mais Frédéric Vasseur disait, et il a raison, dans ces cas-là, on peut plus se permettre de juger cela au mois on est en novembre, octobre, Oui. de l'année suivante. Ça veut dire que pour vérifier 2022, dans l'idéal, avant le début de la saison, faudrait avoir vérifié tout cela. Je sais pas si Mais il c'est faudrait peut-être possible. faire des lois de financement, enfin, Mais- peut-être que comme les États, des budgets prévisionnels avec voilà, tout ce qui est prévu. Et dès qu'il y a un dépassement, on le sanctionne dès qu'on le voit. Mais C'est un excellent argument, les gars. Je propose qu'on le garde même limite pour la dernière partie Mais sur, juste sur pour le fait revenir. de l'application de cette règle et savoir si elle est toujours applicable. Excuse-moi, Hamza, vas-y. Pour revenir et pour conclure très rapidement sur ta question, moi la sanction ne me convient absolument pas. Pourquoi ? Parce que soit il y a eu faute qui te permet de faire progresser la voiture, ce qui justifie du coup la pénalité sur la soufflerie en 2023, soit tu es en mesure de prouver que Red Bull n'a pas profité de ce dépassement pour améliorer les performances de sa voiture, et dans ces cas-là, je trouve extrêmement sévère, enfin même hors de propos, le fait de sanctionner sur la soufflerie. Moi déjà sur cet aspect-là, il y a un problème. Pour revenir sur l'aspect financier, tu l'as très bien dit, les 7 millions d'euros pour Red Bull, c'est En comme Brice Germain qui va acheter un croissant, quoi. Enfin, c'est rien, et encore. Franchement, et encore. tu penses vraiment que je suis dans la Hesse, mais Après, officiellement, c'est. Non, mais enfin, Red Bull a investi des millions, des centaines de millions, des milliards dans le sport. Dans les différents sports. Enfin, 7 millions d'euros, ce n'est absolument rien. Mais surtout quand tu sais Sauf- que leur budget d'avant était bien plus élevé que C'est ça, 152 sauf millions d'euros. Dans ces quoi. cas-là, si tu le retires du budget capé, et là, effectivement, Ah il y a oui, une il y a un crainte vrai pour impact. les prochaines écuries, où si tu fautes, ben on te retire de l'argent du prochain budget capé. Et Et, c'est là, bien là, pour- ça commence à être C'est malin. bien pour ça que les écuries n'étaient pas contentes. Justement, alors le mécontentement des écuries, on va y revenir. Christian Horner, il te répond, Hamza. Christian Horner a été écouté là, justement, en direct depuis son QG. Regarde ce qu'il dit à propos de ces différentes pénalités et sanctions. Quel impact pour Red Bull ? C'est un peu la question qu'on va essayer de comprendre. Les sanctions, 7 millions de dollars, c'est une somme énorme. Mais la partie la plus draconienne est la pénalité sportive, qui est une réduction de 10% de notre capacité à utiliser notre soufflerie et nos outils aérodynamiques. Cela représente entre 0,25 et 0,5 secondes de temps au tour et aura un impact sur notre F1 de 2023 pendant 12 mois à partir d'aujourd'hui. Les sanctions, 7 millions de dollars. Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est un mauvais copier-coller là, je vais faire. Tu voulais le dire 2 fois Ouais, pour il bien le dit appuyer. 4 fois, voilà. Je voulais le dire, voilà. Miskin le pauvre, notre ami Christian Horner. Quel impact réel ? On a vu les propos de Christian Horner. Quel impact réel, les amis, pour Red Bull ? On a l'avis d'Horner. On a aussi également l'avis, excusez-moi, de Shiranui, notre ami le tweetos, bien sûr, aérodynamicien, à qui on a posé la question avant cette émission. Regardez un petit peu son propos. Les changements de l'année prochaine sont assez minimes. Donc en gros, c'est vraiment faire en sorte de rendre le marsuinage un peu moins brutal. Dans le cas de Red Bull, qui ont déjà très bien maîtrisé ce concept de marsuinage d'entrée de jeu, ils seront moins pénalisés que les autres, qui ont passé plus ou moins l'entièreté de l'année à déjà comprendre ce marsuinage et comment extraire de la performance avec ou sans. Malgré la réduction du temps de soufflerie et du temps de développement et tout ce qui va avec, ils ont déjà une bonne longueur d'avance parce qu'ils ont pu prendre l'année en cours pour bien avancer et bien maîtriser ce qu'ils ont à faire. L'année prochaine, ils arrivent même avec un châssis allégé, donc c'est vraiment pour montrer à quel point ils sont en confiance. Là où Mercedes va abandonner le zéro ponton, ils l'ont dit, ce qui va donc les forcer à partir sur un truc tout neuf. Ils n'ont pas de données là-dessus, donc les revoir tout de suite au top niveau, ça serait assez surréaliste, mais bon, on sait jamais, hein, mais c'est pas vraiment une option à prendre en compte. Et chez Ferrari, ils ont une bonne voiture aussi, mais ils doivent encore gérer les gommes, qui se dégradent beaucoup trop vite. Donc Red Bull l'année prochaine restera une très bonne équipe, ce ne va pas du tout les envoyer au fin fond du classement, comme ce qu'on pouvait peut-être penser. Tout dépendra du travail des autres, mais on aura sûrement un début de saison Red Bull, Ferrari, à peu près comme ce qu'on avait en début d'année, à voir qu'est-ce que Mercedes va pouvoir aussi faire. Mais globalement, on restera sur une équipe de très haut niveau qui va pas beaucoup pâtir sur cette pénalité. Donc on a bien compris à écouter Shiranui que, eh bien, et d'ailleurs allez voir cet excellent compte Twitter, bien sûr, pour mieux comprendre tous les phénomènes aéros et voilà, de la vulgarisation très très bien faite. Si on écoute Shiranui, il n'y aura pas forcément en tout cas de réel impact sur la performance de Red Bull. La question qu'on va se poser maintenant, les gars, est-ce que du coup cette sanction, elle est juste ? À partir du moment où ils ont dépassé le cap et qu'on comprend que c'est 10%, c'est à peu près, ça sera peut-être un peu plus minime que ce que nous raconte Christian Horner. Je suis pas d'accord Maurice. sur le fait qu'il n'y ait pas d'impact sur la performance. C'est pas parce que Red Bull a de l'avance autant d'impact, avec le oui. marsuinage Hmm. qu'il n'y a pas d'impact sur la performance. Alors, on croit Horner, on le croit pas. Mais si il y a effectivement 3 dixièmes de perdu
c'est peut-être 3 dixièmes d'avance en plus qu'ils ne vont pas avoir. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que la pénalité de soufflerie, elle mette Red Bull derrière Mercedes et Ferrari? Non, on veut que la pénalité de soufflerie mette Red Bull au niveau de ce qu'elle aurait été si elle n'avait pas dépassé ce budget Ce qui est impossible à prédire déjà. Ce qui est impossible à prédire. Donc, on met une sanction de 10% de soufflerie qui les emmène à 15% de Ferrari à l'heure actuelle au classement championnat et à 20% de Mercedes. C'est déjà beaucoup. Mais si Adrian Newey avait autant d'avance sur le marsouinage et sur le dessin de cette voiture, qu'effectivement Mercedes doit redessiner une voiture, comme le dit Chiranui, et que Ferrari a d'autres problèmes à gérer, ces 3 dixièmes-là que Red Bull va avoir, ces 3 dixièmes d'avance en moins qu'ils auront. Mais peut-être qu'ils peuvent être devant. Donc c'est pas parce qu'ils restent devant qu'ils ne sont pas pénalisés par cet impact de soufflerie. Donc ça, je suis pas trop d'accord à me dire que du coup, parce que Red Bull va rester devant, ils sont pas pénalisés. Ouais, il y a quand même- Si Newey avait le travail, On doit pas avoir, je te rejoins complètement, on ne doit pas voir cela sous le prisme Red Bull. Moi, il faut sortir de l'aspect Red Bull. C'est une écurie qui faute. Qu'importe son classement, elle doit être pénalisée. Est-ce la pénalité la plus juste ou est-ce une pénalité que l'on pourrait estimer juste que tu sois 1er, 5e ou 10e du classement constructeur? Elle est là la question. Typiquement, quand Hamilton prend 10 secondes face à Verstappen à Silverstone et qu'il gagne quand même la course, tout le monde se dit « Ah, mais c'est dégueulasse, il a sorti Verstappen ». Mais il a pris la pénalité qui était jugée par rapport à l'action. Au final, il gagne quand même la course parce que les 10 secondes n'étaient pas suffisantes. Mais il a pris la pénalité qui était visiblement en vigueur à mettre à ce moment-là pour ce type d'action-là. Ricciardo au Mexique, il sort Tsunoda de la course, il prend ses 10 secondes, il termine là encore une fois, parce que tu as un règlement, et que là, on va y revenir tout à l'heure, mais parce que la pénalité, elle est négociée, parce que la pénalité est négociée. Mais juste quand même, les gars, juste si on fait un point de comparaison, pour essayer de bien faire comprendre aux gens qui nous regardent aujourd'hui à quoi correspond 2 millions d'euros de dépassement budgétaire, c'est vrai que rapporté à 145, c'est pas énorme. On en parlait dans Pole Position, je crois que le budget développement de Haas ou de Williams, c'est 500 000 à l'année. Ça montre quand même qu'il y a quelques updates que tu peux ramener, en tout cas. Surtout qu'en plus, ce qui est assez drôle, c'est que Christian Horner nous vend le dépassement comme un dépassement de on a mis des cordons bleus perdus de cordons bleus Intermarché, tu vois, c'est un peu ça. Alors, en fait, c'est des ailerons avant qui sortent des cuisines, des cuisines de chez Red Bull. C'est sympa la bouffe. Non mais enfin, il nous vend ça comme des arrêts maladie, et en fait, si tu gonfles si tu dépasses à cet endroit-là et que tu mets des postes de dépenses là, et qu'en fait, du coup, t'en mets plus ailleurs, c'est juste que tu mets en avant le fait que t'as dépassé dans cet endroit-là alors que t'as pas dépassé ailleurs, mais en soi, t'as mis plus ailleurs. Oui, bien sûr. Donc, c'est une poudre aux yeux de jeu d'écriture. Oui, voilà, c'est un jeu d'écriture, et je nous mets les lunettes pour arriver et dire alors j'ai tous les chiffres devant vous, je vais vous dire là où on a dépassé. Non, ils ont dépassé effectivement. Sachant que depuis 2 semaines, il dit qu'il n'y a rien, que Red Bull n'a absolument pas dépassé, que c'est une conspiration, que toutes les autres écuries veulent la mort de Red Bull, mais ceci, que cela. Position de victimaire, à un moment, ça va 2 minutes. T'as fauté, tu dois être sanctionné. Là où il y a un problème majeur, et c'est le cas depuis plusieurs années avec la FIA, pour moi, quand tu es hors légalité, tu n'as pas à négocier la sanction qui t'est appliquée. Exactement. À partir du moment où tu as Red Bull et la FIA qui sont à une table et qui se mettent d'accord sur une sanction, ça veut dire que Red Bull est d'accord par rapport à la pénalité qu'ils prennent. Donc, qu'ils sont en mode « Ok, ça nous va ». Mais la pénalité ne doit pas t'aller. Bien sûr. Quand tu prends une amende, ça ne doit pas t'aller. Tu négocies jamais ton amende avec le contrôleur SNCF pour reprendre tu dois être dégoûté de ce que tu prends, parce que ça doit te dissuader. La loi est faite pour te dissuader. C'est 45 € l'amende RATP. Ça fait longtemps. Oh bah, est-ce que ça vous va si je vous paye 10 €, 15 €? Ce qu'on fait 30 en espèces, et on revient à l'armée mexicaine. Enfin, je veux dire, l'année dernière, on en avait parlé, l'Arabie Saoudite. Alors là, on revient un peu plus sur la piste. La pénalité négociée sur le départ. Complètement. Oui, mais tu repars derrière Esteban Ocon. Est-ce que ça vous va? C'est exactement la même chose, sauf que là, on est sur des aspects qui ne vont pas sur l'ensemble, enfin sur une course, mais sur l'ensemble de la saison. Encore une fois, pour moi, le plus important, c'est pas de savoir ce qui, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas de savoir ce qui arrivera en 2023. Le plus important, c'est ce qui s'est passé en 2021. Et de savoir, et du coup, je te rejoins complètement, moi aujourd'hui, j'ai pas la preuve. Oui, il y a beaucoup de points d'interrogation. Bah oui, en fait, à partir du moment, encore une fois, moi je reviens sur la sanction, quand on te met 10%, j'ose espérer que c'est en lien avec ta faute. Et du coup, de ce que je comprends, ce que j'en déduis, c'est que la faute, les 2 millions, ça t'a permis. Alors, ils ont peut-être pas mis 2 millions sur le développement, ils ont peut-être mis 200 000, 500 000, j'en sais rien. C'était 400 et quelques, je crois. Hein. Ils ont peut-être mis mis de l'argent en plus sur le développement qui permet, aujourd'hui, je le dis, qui permet à ton pilote de remporter le championnat du monde. À partir du moment où la course, le championnat se joue lors de la dernière course du championnat du monde au dernier virage,
j'ai préparé un petit schéma qui le plus important en fait. Emmanuel Macron, Non, tiens, mais- vous pouvez nous montrer. Non mais en fait, ce que je veux dire, c'est que C'est qu'on voit bien. tu te retrouves dans une situation où la progression de Red Bull, la progression du coup réel de Red Bull en 2021. Alors là, je fais un. On peut évidemment pas savoir exactement comment ça s'est passé. C'est vraiment un schéma grossier. Mais ce que je veux dire, c'est que en bleu, on a la trajectoire de Red Bull avec le dépassement. En vert, on a ce qui aurait pu être. Par exemple, parmi plein de possibilités, en vert, on a la courbe de progression normale sans dépassement, mais qui aurait été une courbe optimiste parce qu'effectivement, chez Red Bull, on travaille très bien parce qu'on a des génies. Et en rouge, alors là, je l'ai mis droite, alors que normalement, ça doit plutôt être des vagues ou des escaliers, Bien sûr. un peu en collimation. À chaque progression, tu À progresses. la Schumpeter. Ce qui aurait été la courbe normale d'une écurie qui n'a pas les têtes qu'a Red Bull. Ce qui est en orange, c'est le plus important. C'est la différence. C'est ce à qui a pu chaque amener la course, faute, ouais. Exactement, c'est ce qui a pu amener la faute. Tu l'as très bien dit. Et ce qui a pu amener la faute, alors là, je l'ai mis sur une demi-saison, c'est peut-être sur un quart de saison, c'est peut-être Ouais. sur l'ensemble On sait d'une pas. saison. On ne saura jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe là, en orange, c'est la différence de performance entre ce qui a permis à Red Bull de performer et ce qui aurait dû permettre à Red Bull de moins performer. Et quand tu vois le championnat du monde 2021, tu es dans l'obligation de te dire que ça a son incidence sur le titre de Max Verstappen. Exactement. Comment ont réagi les différentes écuries justement concernant cette sanction? Ça peut en dire un peu, ça peut nous dire quelque chose, en tout cas à savoir sur la justesse de cette sanction. On a pris 3 avis, celui d'Alfa Romeo qui est à peu près neutre même s'ils sont en lien avec Ferrari, celui de Mercedes et celui d'Alpine. Fred Vasseur qui nous dit la plus grande punition pour une équipe est d'accepter qu'elle dépensait trop pour vous employer, pour vos sponsors et tout le reste. Cela fait mal en termes de réputation. Après, si on parle de décisions techniques ou sportives ou de pénalité, c'est un peu différent selon moi parce que je ne suis pas sûr qu'on trouve une demi-seconde au tour avec 10% de tests aéro en plus, ou alors on est très stupide, ils ne perdront pas autant qu'ils le disent. Donc quelque part, Fred Vasseur avoue que faut avouer impacte déjà en termes de sponsors, de communication, de perception. Andrew Chauvelin, excusez-moi, de Mercedes, qui nous dit l'ampleur de cette pénalité n'est pas beaucoup plus que ce que vous perdriez si vous n'étiez qu'une place plus haut dans le championnat, et ce n'est pas aussi important que la pénalité à subir si vous êtes positionné 2 places plus haut. Je pense donc que le décrire comme draconien est une exagération. Ça leur coûterait qu'un dixième ou un peu plus d'un dixième, 2 dixièmes grand maximum. Là où cela serait coûteux, c'est si vous avez choisi un concept incorrect et que vous devez revenir en arrière. Cela supprime cette liberté d'explorer différentes avenues. Est-ce que forcément Red Bull a besoin, comme Mercedes, d'explorer différentes avenues? On l'a compris avec l'avis de Chiranui. Et puis également Alpine, notre Mars Safnauer, qui nous dit ils sont légèrement au-dessus du budget cap. C'est ce que je peux dire en lisant les communiqués et en écoutant Christiane. Si nous avons 1 gramme de moins, nous sommes exclus pour raison de poids. Cela aura un impact, mais pas un impact énorme. La punition n'est donc pas trop forte et la peine correspond au crime. Je pense donc que oui, la sanction est juste. Voilà, Alpine peut-être l'arbitre. En fait, ce qui est important, et ce que je comprends, et je les rejoins totalement, c'est qu'aujourd'hui, une pénalité pour non-respect de la directive technique est plus sanctionnable qu'une pénalité sur un non-respect du règlement financier. Encore une fois, je reprends l'exemple de Sébastien Vettel, pour reprendre ce que je disais, c'est Safnauer qui parlait chez Alpine. Safnauer. Sébastien Vettel, ce qui se passe en Hongrie, ça ne te permet pas de terminer deuxième. Il y a des circonstances de course, il y a une performance, ok, mais c'est pas ça qui te permet de terminer deuxième. Pourtant, ce manque minime d'essence te disqualifie, te coûte 18 points au championnat du monde. Là, sur l'ensemble d'une saison, encore une fois, j'insiste, mais c'est hyper important de le dire, à partir du moment où tu as un championnat qui se joue à la dernière course, au dernier tour de la dernière course du championnat du monde, ce que je comprends sincèrement, c'est que pour la FIA, le non-respect financier de ce budget capé, c'est pas si important que cela. Et moi, je trouve ça triste, dans le sens où ça peut être la mort du budget capé, même si je rejoins totalement ce que disait Frédéric Vasseur, peut-être moins pour Red Bull, la plus grosse des punitions pour les écuries, notamment les écuries constructeurs, c'est en termes d'image. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Allemagne. Jugé coupable. En Allemagne, il y a quelques années, avec, je crois que c'était Porsche, Audi, enfin les gros constructeurs allemands, qui pour une histoire de, je sais plus c'était quoi exactement, trafic d'essence ou je sais pas quoi, ils avaient pris une amende de quasiment un milliard. Dieselgate, oui, le Dieselgate, ils avaient pris quasiment un milliard d'euros, et en termes d'image, ça fait mal. Tu vois, au-delà de l'amende, c'est comme plaider coupable. Surtout que c'était un problème de pollution en plus, donc. Là, pour Ferrari, si c'est Ferrari qui se retrouve dans cette position, si c'est Alpine, si c'est McLaren, si c'est Mercedes, bon, bah, en termes d'image, ça fait mal.
Pour Red Bull, le plus important, ce n'est qu'une interprétation de ma part du projet C'est Red Bull l'image dans le sport, sportive, ouais. le plus important, c'est de gagner. En football, ils ont pris Leipzig, qui était une équipe de 5e division en Allemagne. Sans Aujourd'hui, supporters. c'est une des meilleures équipes sans supporters. Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures équipes de Demi-finale de Ligue Bundesliga des Champions. qui font des demi-finales de Ligue des Champions. Peu importe la manière, le Rasenballsport Leipzig est une équipe détestée en Allemagne, mais qu'importe, tu gagnes, c'est le plus important. Je pense que chez Red Bull, en termes d'image, c'est pas très important de se dire on a triché. Donc, Tu penses vraiment? Parce qu'ils sont quand même engagés aussi également dans ces sports-là pour faire de la communication, pour véhiculer une certaine image. Et la Alors, tu l'as dit, communication, ils la acceptent font le rôle autour de méchant, Max mais- Verstappen. Ils la Red font Bull vend autour. pas, ça va pas t'empêcher de vendre des canettes si tu triches en F1. Ils la font, leur communication, ils la font autour du fait qu'ils ont créé, entre guillemets, leur monstre. Et qu'à partir de là, en fait, c'est leur enfant roi et basta. Au contraire, je suis pas d'accord avec toi sur un point, Hamza, c'est que je trouve qu'on loue souvent le génie des écuries quand elles exploitent au maximum les règlements, quitte à déborder un peu parfois. Je dis pas qu'il faut encourager ça, et au contraire, ça m'agace. Mais Non mais là, mais vas-y. on est les premiers à rire de Flavio Briatore. Ouais. Et Flavio Briatore est un des plus grands. Il a pas fait que des trucs rigolos d'ailleurs. Mais... C'est un des plus grands team managers et hommes de la F1 de ces 30 dernières années. Dans le pire comme dans le Et meilleur. Flavio Briatore, mais voilà, c'est ce que je dis. Et justement, et Flavio Briatore, il a un nombre de casseroles au cul dans ce. Mais Briatore, moi perso, je l'ai pas connu, j'ai pas vécu la F1 de cette époque. Peut-être T'as que si vécu, le Crashgate. Oui, mais peut-être que si j'avais 30 ans à cette époque, peut-être que j'aurais eu C'est vrai que c'est aussi notre âme d'enfant à l'époque qui a peut-être tendance à sublimer certaines choses, à oublier d'autres choses ou ne pas avoir l'esprit et la réflexion que tu peux avoir aujourd'hui. Moi, là où je suis pas d'accord, c'est que encourager l'exploitation des zones grises, pourquoi pas? Moi, franchement, je suis pour. Le règlement est mal écrit. Tu vas t'engouffrer dans une faille. Et tant mieux si ça marche. Si derrière t'es sanctionné, t'auras essayé. C'est pas grave. Par contre, le règlement financier, saison 2020, il était possible pour les écuries, justement, de faire valoir justement les comptes à la FIA pour savoir si le règlement était parfaitement compris et si déjà tu ne dépassais pas en 2020. Si tu dépassais, il y avait des sanctions à blanc. Donc en gros, c'est qu'est-ce que tu aurais pu prendre éventuellement. Quand on te dit oui, mais peut-être qu'en 2021, c'était la première année, Red Bull n'était pas au courant, a essayé de. Non, je suis pas d'accord. Alors déjà, J'ai un an pour les 9 tester, équipes ouais. ont réussi, sauf toi, Red Bull. Parce qu'Aston Martin, on rappelle que c'est une sanction administrative, enfin pour des problèmes administratifs. 12, Ah, points, mais- 12 points de dépassement quand même. Par contre, Mais pour conclure, en 2020, il y avait la possibilité pour Red Bull de faire une saison entre guillemets en blanc au niveau de l'aspect financier pour savoir si oui ou non tu respectais le règlement. Donc il n'y a pas d'excuse en 2020. En réalité, ça c'est un avis perso, je pense, c'est ma théorie. Si ça avait été une autre écurie pour les mêmes postes de dépenses, je pense pas que ça aurait fait un foin. C'est parce que c'est l'écurie qui a gagné le championnat du monde avec Max Verstappen l'année dernière, sur circonstances qu'il y a eu à Abu Dhabi. Mhm. Ce côté, ouais, mais c'est de la triche, machin et tout, qui fait qu'aujourd'hui, même si c'est des postes de dépenses qui sont visiblement considérés comme non essentiels à la performance, en fait, ça devient un argument de plus pour tomber dessus. Ça décrédibilise la Formule 1 quelque part. Oui, je suis Tu bien. vois, c'est là où c'est dangereux. Oui, ça décrédibilise la F1 dans le sens où la F1 n'a pas été foutue capable de créer un règlement avec des lois et des sanctions. C'est-à-dire, il y a un cas, on regarde ce cas, ça correspond à quoi dans notre livret, ok, on sanctionne comme ça. La F1 n'a pas été foutue de faire ça et pour moi, dans ce cas-là, ça la décrédibilise. Mais si As avait dépassé pour l'espace cantine, Ouais. mais qui s'en serait battu les reins? Enfin, je veux dire, là, c'est parce qu'il y a une tension autour de Red Bull due à Abu Dhabi 2021 qui fait, et plus le fait qu'il domine déjà cette année, qui fait que du coup, on regarde absolument tout et on se pose beaucoup plus de questions. Il faut se les poser, mais est-ce qu'on aurait eu le même traitement s'il n'y avait pas déjà eu cette situation de tension depuis 1 an et demi autour de cette écurie qui amène au fait de dire est-ce que la sanction est juste? Moi, je pense que en termes, pas financièrement encore une fois, mais en termes de développement, la sanction est juste. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas dans les poètes du sport cette volonté de venir punir davantage Red Bull
parce qu'il y a cette tension qui est montée depuis 2021. Non, mais c'est le plus grand championnat du monde de l'histoire, enfin le plus grand finish de championnat du monde de l'histoire, probablement le championnat du monde de Formule 1. Donc forcément, tu as une attention particulière sur Red Bull que tu n'aurais pas eu effectivement pour Haas qui termine à la 8e ou 9e place du championnat. Mais on ne devrait pas. Non, mais, et on est d'accord. Par rapport au budget cap. Nous, on ne devrait pas, à la limite, nous, on s'en fout. Le plus important, c'est que la FIA ne devrait pas. C'est que les sanctions que tu te donnes ne devraient pas avoir une influence selon le positionnement et selon la je saison. trouve pas ça juste 10%. Bah, je trouve pas ça juste à partir du moment où Il n'y a pas de faute réelle dans la communication de la FIA. S'il y a une faute prouvée de la part de Red Bull sur un dépassement, enfin sur le dépassement qui te permet de progresser sportivement, là effectivement la sanction elle est intéressante. Même si pour moi une sanction sur l'année 2021, enfin un dépassement sur l'année 2021 doit survenir en 2021. Est-ce que c'est plus avantageux pour Red Bull de dépasser en 2021, de remporter le titre championnat du monde pilote 2021 et derrière d'être sanctionné en 2023, d'être limité dans la progression? Bah évidemment. Évidemment. Exactement. On t'a entendu sur le sujet justement tout à l'heure. Je pense qu'on a bien déblayé en tout cas ce sujet et on a essayé de le décrypter le plus possible. Regardez juste la question inscrite en bas de l'écran. Est-ce que du coup c'est la mort du budget cap? Juste deux réactions. Celle de Toto Wolff dans un premier temps. Est-ce que ça va pas créer un précédent justement cette affaire? Est-ce que ça va pas créer une brèche dans laquelle pourraient s'engouffrer et Mercedes et Ferrari? Regardez ce que Toto Wolff disait, c'était le 15 octobre, donc avant que la sanction tombe, devant la presse, il disait si Red Bull a dépensé 2 millions de plus, tiens il avait le chiffre exact notre ami, ils peuvent régler l'affaire en payant 5 fois plus à la FIA, ce qui représente 10 millions de dollars. De toute façon, ce ne serait pas juste car vous pouvez acheter le droit de tricher en payant une amende. Si c'est ça, alors rien ne nous empêche de planifier un budget supplémentaire pour améliorer la performance et revenir au sommet. Ça, il a dit avant la sanction. On a vu qu'il y avait une sanction qui était, oui, certes financière comme il le dit là, mais il y a eu aussi également une sanction sportive. On en a parlé précédemment. Regardez maintenant ce tableau. Est-ce que c'est du coup la mort? Est-ce que ça peut créer une brèche qui pourrait entraîner la mort justement du budget capé? Plusieurs questions justement qu'on a listées à travers tout ça. La FIA peut-elle vraiment contrôler tous les comptes? Parce que quelque part, cette histoire de cantine, c'est 2 millions en plus à la cantine. Qui me dit qu'on n'a pas construit, comme je disais tout à l'heure avec un peu d'humour, un nouvel aileron avant, un nouvel aileron arrière, et hop, sur la grille de comptabilité, on met, je sais pas, petit four, patates sautées ou je sais pas quoi. Comment en fait la FIA peut vraiment contrôler, on va dire, les comptes d'une écurie? Comment on peut éviter tous les jeux d'écriture comptable? Peut-on empêcher une écurie de dépenser son argent? Ça, on en revient à la question, bien sûr, de Bernie Ecclestone. Est-ce que les sanctions doivent être systématiquement négociées? Vous avez commencé à y répondre. Et surtout, Ross Brown nous avait expliqué lors de la présentation de cette règle du budget capé. Un journaliste lui avait dit, mais si une écurie dépasse, quelles seront les sanctions? Il avait dit, toute écurie qui dépassera ce budget capé et de manière significative pourrait se voir proposer des sanctions qui seraient monstres. Est-ce qu'aujourd'hui la FIA a assez de souveraineté pour pouvoir proposer des sanctions monstres vis-à-vis de marques qui aujourd'hui font le sel et le piment d'une compétition? On en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que les sanctions monstres, si ça avait été Haas, bah, ils auraient pu mettre cette sanction. Mais là, effectivement, tu as un championnat du monde 2021 qui est déjà entaché de circonstances particulières. Si en plus tu mets une sanction monstre à Red Bull en termes d'image, ça tue ton championnat du monde 2021. Je crois que la FIA a trop peur de l'impact sportif que des décisions qu'elle peut prendre. Red Bull a 2 écuries aujourd'hui en Formule 1. C'est 20% du plateau, Red Bull. Bah, évidemment, si Red Bull demain dit on part, on en avait parlé il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Ouais. Si Red Bull part aujourd'hui... T'étais moins mesuré à l'époque. Oui. Ils vendent des canettes. Mais c'est la vérité. Mais si Red Bull maintenant quand même. Si Red Bull vendeur de canettes quitte la Formule 1, tu te retrouves dans une situation où tu n'as que 16 équipes aujourd'hui en Formule 1. Donc effectivement que c'est limite Red Bull qui tient la FIA. Maintenant, pour revenir sur ce que tu disais, est-ce que le jeu, alors là après il faudrait voir avec les comptables honnêtement, j'ai pas la compétence par rapport à cela, mais quand tu retrouves les sanctions et quand tu retrouves déjà ces semaines de palabres et la manière dont a été gérée cette affaire, je sais pas si le règlement déjà initialement était bien écrit, si aujourd'hui il est bien appliqué, il y a beaucoup d'interrogations en fait autour de cela. Et pour revenir sur ce que disait Toto Wolff, aujourd'hui effectivement l'impression que j'ai c'est que tu t'achètes le droit de tricher. Parce qu'encore une fois, la sanction financière. Encore une fois, moi, la sanction des 7 millions de dollars, si elle rentre dans le budget capé, là, c'est un signal fort. Parce que tu passes de 145, l'année prochaine ça baisse encore, donc peut-être 138 ou 140. Tu enlèves 7 millions sur un budget de 140 millions, c'est monstrueux. Ouais, parce que eux, ils vont te dire qu'ils ont dépassé de façon mineure, et si on leur met 7 millions d'impact à l'inverse, ils vont te dire que c'est une sanction draconienne. Donc en fait,
ils se contrediront et à partir de là, l'écurie est décrédibilisée. Parce qu'ils vont se dire, ouais, mais on a à peine dépassé, mais attends, on prend ça dans la tête, tu vois. C'est-à-dire Ça veut dire qu'on a l'impression que la FIA ne sait pas vraiment si Red Bull a vraiment triché ou pas en définitive. c'est bien pour ça qu'ils ont conclu un accord avant. C'est pour mettre au clair certaines choses et voir comment ils allaient communiquer. Mais déjà, faut arrêter avec ça. Mais alors, les accords secrets, pour moi, ils viennent d'une chose, c'est quand la FIA a établi une règle, elle tombe sur plus fort qu'elle à chaque fois. Et ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça. Dès qu'un nouveau règlement arrive, tu tombes sur une écurie qui a trouvé le moyen de le contourner. Ça a toujours été comme ça. Là, ils pondent un truc en plus sur le financier. C'est pas comme si c'était le nerf de la guerre et l'endroit où les gens trouvent le plus de moyens de détourner les règles. Là, ils te disent, en gros, c'est 145 millions et ça concerne tel poste de dépense, tel poste de dépense, tel poste de dépense. Comme si, finalement, les écuries étaient une entité avec une carte bleue, qu'ils avaient 145 millions au début de la saison et qu'à la fin, on regardait s'ils étaient toujours au-dessus de zéro. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des passifs, il y a des actifs, il y a des dettes, il y a des machins qui peuvent être reportés sur plusieurs exercices comptables. T'es pas dans Pékin Express. Non, mais il y a une petite enveloppe avec tes 5 €, ton euro par jour et par personne, et à la fin de la journée, tu peux pas avoir moins de. Il y a des holdings, il y a des entreprises qui appartiennent au groupe Red Bull et qui du coup sont soumises au budget cap. Il y a des fournisseurs qui rentrent pas dedans. Il y a trop de choses pour être simplifiées simplement à 145 millions d'euros l'année. Donc forcément que dans la plus grande des bonnes foi, on peut dire qu'il peut y avoir cafouillage dans les premières années. Dans une vision plus réaliste des choses, je pense que oui, il y aura forcément des endroits où les écuries diront mais attends, ça on peut faire alors que c'est pas dans le budget cap. Donc il faut aussi peut-être laisser le temps à ce budget cap de se spécifier, d'aller voir là où il y a justement en fait des choses qui n'ont pas été réglées au début. Ce qui va être important à voir, c'est si ce cas Red Bull fait jurisprudence ou non. Si ce cas Red Bull, c'est-à-dire du coup la première entaille qu'on a mis dans le budget cap, cicatrise l'année prochaine et tout le monde se tient à un carreau, parce que justement la sanction est importante, ou si l'année prochaine on se rend compte qu'il y a 4 écuries qui ont dépassé le budget de cap et à partir de là la brèche est encore plus grosse et derrière il y a plus rien qui tient debout. Donc là Red Bull a incisé le corps du budget de cap. Il faut voir maintenant si la FIA est capable, parce que la FIA là fait une réaction de sanction, mais la FIA, son travail n'est pas fini pour moi. La FIA là doit arriver en 2023 avec des précisions sur ses règlements, et davantage de règles vis-à-vis de ce budget de cap qui vous font dire écoutez, ça vous pouvez pas, et donner aux écuries limite zéro choix en fait. C'est-à-dire que vous avez un panel de sanctions, vous avez un panel de règles, vous devez vous conformer à tout ça. Si vous ne vous conformez pas à tout ça, la sanction c'est ça. Et la sanction, quand les écuries de la voie, ils doivent faire ça. Ouf. Limite les touillettes. Mais c'est peut-être ça l'avertissement. Tu sais, quand ils disent qu'il n'y a pas eu un dépassement intentionnel ou prémédité sur cette saison, c'est peut-être un avertissement vis-à-vis de Ferrari, Mercedes, parce que Wolf et Mekies, je sais plus si c'est Binotto ou Mekies. Ouais, Mekies avait prévenu. Les deux, là, arrivent un peu en caïd, en disant ah bah nous aussi on va te dépasser. Parce que en fait s'ils arrivent avec 3 millions de dépassements et que c'est ouvertement annoncé, c'est pas la même sanction qui va arriver. Et pourtant c'est la même faute. Donc encore une fois, il faudrait peut-être que la FIA juge moins humainement les choses, mais beaucoup plus sous le prisme de la règle et de la sanction. Or, il y a des règles, il n'y a pas de sanction prévue. Et effectivement, comme le dit Hamza, sanctionner à la négociation, c'est pas digne d'une instance comme la FIA. Alors du coup les gars, c'est promis, c'est ma dernière relance. Si on part du principe que la FIA n'a pas la souveraineté aujourd'hui pour sanctionner les écuries, si on part du principe que l'exercice d'une analyse comptable d'une écurie de Formule 1 sur une saison prend énormément de temps et qu'on va toujours juger à N+1, si on prend en compte que l'écriture comptable peut justement flouer la visibilité, le contrôle en tout cas de la FIA sur ces écuries, si on ne peut pas déterminer le côté intentionnel ou non de la faute, est-ce que franchement le budget de cap a véritablement un avenir? Est-ce que franchement vous ne pensez pas qu'il est déjà mort? Que tu l'as dit, il est incisé, mais qu'on va dire que le pouls est très faible. En fait, le budget de cap a un avenir, mais il faut que la FIA se rende compte des épaules qu'il faut pour assumer ce budget de cap. Et le truc qui est dommage, c'est qu'il y a un sport qui a prouvé que c'était difficile à réglementer, c'est le football avec le fair play financier. Aujourd'hui, combien de clubs dépassent le fair play? Il arrive très bien, par exemple. Enfin, je sais pas, je suis pas un expert. Je pense que vous y connaissez mieux que moi. Non, mais là, le problème, c'est que là, Arwen à votre aide me dit pas vraiment. tu te retrouves dans une situation où c'est beaucoup plus facile en F1 dans le sens où tu as 10 écuries. T'as pas des milliers de clubs, tu as 10 écuries.
Et je T'as peut-être pense plus d'entités aussi. Hein. que ce problème montre, je sais pas, je suis pas sûr que c'est une histoire d'incompétence, sinon je pense que la FIA ne peut pas être, je vais pas dire objective, mais elle est tenue dans le sens où la F1 est son Elle a produit besoin phare. de ses écuries. Elle a besoin des écuries, elle a surtout besoin de faire vivre son sport. Moi, je pense qu'il faudrait Elle qu'il lui y ait appartient pas, hein, c'est une société commerciale. équipes- Hein, d'ailleurs, oui, mais- hein, ouais. Elle régule. Elle régule. le sport premier, Hmm. quand tu penses FIA, c'est Bien Formule 1. Ouais, complètement. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un organisme totalement indépendant qui s'occupe de ce type de situation, qui te montre par A plus B, ok, là tu as dépassé sur ça, tu as dépassé sur ça, tu as dépassé sur ça, donnez-moi le règlement te dit que si tu dépasses sur ça, c'est cette sanction, la sanction à appliquer, c'est ça. Oui, tu te rends compte que là, par exemple, on a vu. Ce qui prouve quand même que le paddock est un petit milieu et un milieu où les connivences sont là aussi, sans rentrer dans le complotisme. Mais quand tu vois le teaser du documentaire de Canal sur Jean Todt, Oui, c'est incroyable ça. que tu vois que à peine Abu Dhabi terminé, Toto Wolff appelle le président de la FIA. Dans son canapé. Président ou ancien président? Non, il était président. Non, il est encore. président encore. C'est quelques C'est jours 10 jours après que Ben C'est Sulayem, au lors il de arrive. la. Ouais, c'est vrai. c'est après la Et, cérémonie à Paris. et Jean Todt, Bizarre Jean- qu'il était pas là-bas alors, Jean Todt. Enfin, bref. et Jean Todt fébrile. Hmm. Il fait, oui, Toto, faut voir avec les. Faut regarder. Tu sens quand même que le rapport de force, il n'est pas celui d'un législateur avec son administré, en fait. Ouais, mais là c'est différent parce que je pense que Toto Wolff, on verra sur le documentaire, mais Toto Wolff appelle aussi Jean Todt, ancien patron d'écurie. Il sait ce que c'est pour lui, il sait la situation dans laquelle il est. C'est le président, Il oui. n'a pas appelé Briator, hein. Mais, non, mais, Il a appelé Jean Todt. Hein. non, mais parce qu'il est patron. Il Mais n'avait pas un problème de loge, il avait un problème de sport. Mais je pense qu'on se retrouve dans une situation où Jean Todt, mieux quiconque, aurait pu comprendre la situation dans laquelle était Toto Wolff à ce Il moment-là. l'appelle Ça, pour c'est dire un autre Michael problème. Masi fait de la merde. Non, mais- Tu vois, En tout cas, ça les révèle- jeux d'influence sont super violents. Enfin, Et ça révèle peut-être le fait que, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, la F1 est une société commerciale dans l'organisation. Il y a la FIA qui est censée gérer les règles et peut-être que, et on le répète depuis maintenant quelques semaines, la FIA a peut-être un manque de souveraineté par rapport notamment à la Formule 1, par rapport aussi également aux écuries. Je repense à ce qu'a dit Jean-Louis Moncey ici. La Formule 1, c'est un tripartite. Il y a les écuries, il y a la FOM, la Formule 1 et il y a la FIA. Et peut-être que Oui. la FIA a une place bien trop faible, en tout cas, dans cette et relation. la pyramide est un petit peu à sommet mouvant en fonction des décisions à prendre. Quand c'est pour le calendrier, c'est la FOM qui prend le dessus. Quand c'est pour les sanctions sportives, c'est plutôt pour les écuries qui prennent le dessus. Et quand c'est sur des cahiers des charges de sécurité, souvent c'est la FIA qui prend le dessus. Mais en tout cas, il n'y a pas réellement de triumvirat de tête. C'est souvent à géométrie variable sur le sommet de cette pyramide. Et parfois, c'est un petit peu compliqué pour faire régner le sport là-dedans. Voilà les amis, en tout cas pour ce débat, pour cette vidéo du mercredi, j'espère qu'on a été clair, j'espère que vous avez un peu mieux compris cette affaire du budget capé. Je pense qu'on peut refermer en tout cas ce grand chapitre et long chapitre qui nous aura pris plusieurs semaines. C'était un débat de comptabilité aujourd'hui, je ne pensais pas que ça nous arriverait un jour dans les pistonnets, promis c'est la dernière fois. N'hésitez pas à mettre un pouce si jamais c'est cette la vidéo... dernière fois, on J'espère, espère. Ouais, on j'espère, ouais, complètement. Ça se trouve, on va Mettez passer un un BTS. pouce si cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelque chose. Et puis un commentaire aussi également si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce sujet, ma foi, quand même assez complexe. On remercie Shiranui, bien sûr, de nous avoir apporté aussi également son regard d'aérodynamicien parce que, pour le coup, ce débat n'est pas qu'un débat de journaliste ou de directeur d'écurie, c'est un débat aussi qui concerne les grands experts, ceux qui parlent de la mécanique des fluides, ce qui n'est absolument pas notre cas. Merci First Team, Erwan, Paul et Tom qui est en régie aujourd'hui et qui nous ont accompagnés encore pour ce super enregistrement. Il nous reste 2 courses à vivre dans cette saison 2022. On va s'en délecter et se régaler jusqu'au bout. Bonne semaine. Salut les amis.